Alors, Oscar Freisinger, l'opération militaire russe contre l'Ukraine a suscité de nombreuses réactions de par le monde. Quelle est votre lecture des événements en cours? Bon, bah disons que celui qui se dit surpris de ce qui vient de se passer, à mon avis, il n'a pas suivi le cheminement des rapports entre l'OTAN et l'URSS, ancienne URSS, et puis la Russie par la suite, depuis la chute du mur de Berlin environ. Donc, il y a eu tout un processus de dégénérescence des rapports avec une Russie qui a tenté longtemps de faire partie de cette maison Europe. Elle a fait de multiples fois des appels du pied, des propositions. Elle aurait aimé être intégrée dans une sorte de concept de sécurité commun, etc. Elle a chaque fois buté sur la résistance des Américains. Étant donné que l'Union européenne est totalement à la botte des Américains, que les Américains ne veulent en aucun cas voir un espace économique prospère se créer avec, si vous voulez, deux partenaires de taille, les partenaires les plus importants, disons l'Allemagne et la Russie, qui se mettraient ensemble. C'était déjà dans le passé qu'ils ont essayé d'éviter ça à tout prix. Avec, si vous voulez, le savoir-faire des Allemands, la force industrielle et l'inventivité aussi industrielle des Allemands, et puis cette incroyable richesse du sous-sol russe, donc c'est une richesse naturelle. C'était des partenaires qui étaient faits pour s'entendre. Et à mon avis, ce match n'est pas terminé. C'est toujours encore possible. Rien n'est joué. Malgré ce qui se passe actuellement, rien n'est joué. Parce que ce que je crois que les gens doivent comprendre, c'est que l'Ukraine, tout le monde, mais s'en fout. Alors, les Américains s'en foutent, les Européens s'en foutent, les Russes s'en foutent, tout le monde s'en fout des Ukrainiens. Quand on vous dit, dans la politique internationale, que les droits de l'homme sont menacés, il faut tout de suite le signal d'alarme qui se mette en marche, parce que c'est jamais ça. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de bon et de mauvais là-dedans. Il n'y a que des intérêts divergents, des pays qui ont des intérêts stratégiques, géopolitiques, en fonction de leur grandeur, en fonction de leur importance, en fonction de leurs intérêts propres, etc. Donc c'est uniquement un calcul pur et dur au niveau du placement de son pays, si on veut, sur la scène internationale, dans le marché international, etc. etc. Et là, évidemment, les pions maintenant ont bougé de manière assez conséquente. Et ce qu'il faut absolument éviter de faire, c'est d'analyser cette situation en, disons, distribuant de prime abord déjà les mauvais points d'un côté, les bons points de l'autre, disons ça c'est le méchant, ça c'est le gentil. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Et puis il n'y a surtout pas de droits de l'homme menacés, parce que vous avez sûrement constaté que dans l'histoire de la planète, chaque fois qu'il y a des droits de l'homme qui sont menacés quelque part, il y a soit du pétrole, soit des minéraux, soit je ne sais quelle matière première intéressante à aller extraire du sous-sol. Donc c'est toujours pour des intérêts. C'est comme les religions, elles ont toujours que servi de prétexte à des guerres, à des intérêts autres. Donc l'enjeu réel est constamment ailleurs, il est caché. C'est peut-être ce que nous allons essayer de déceler ensuite dans notre entretien. Quels sont ces intérêts cachés? Que dire du deux poids deux mesures entre cette affaire ukrainienne et les guerres des pays membres de l'OTAN contre la Serbie ou l'Irak? Il y a un parallélisme absolu. Il y a un parallélisme absolu où on avait cette ex-Yougoslavie, donc qui est bombardée par les troupes de l'OTAN sans mandat de l'ONU, donc contre le droit international, absolument contre le droit international. Il n'y avait aucune légitimité. On a simplement ensuite séparé la province du Kosovo de la Serbie. Et puis alors, ça, c'était acceptable. Alors là, tous les journaux occidentaux trouvaient ça tout à fait normal. On avait diabolisé les Serbes, le problème était réglé, on avait créé l'émotivité nécessaire avec Srebrenica et autres, etc. Ici, on a exactement la même chose. Mais seulement ce coup-ci, c'est les Russes qui, dans leur zone, dans leur sphère, disons, d'influence proche, parce que c'est quand même devant leur porte, qui, à un certain moment, essayent de défendre des minorités qui risquent d'être persécutées, parce que je n'ai aucune confiance dans les nazis qui ont été intégrés dans le gouvernement ukrainien actuel, parce qu'il faut bien voir, l'équipe là, du régiment Azov et consorts,
les anciens, si on veut, ça s'appelait comment là, c'est les alliés d'Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est des néo-nazis et ils s'entendent avec la partie libérale qui est au gouvernement et ils se sont mis c'est une sorte de coalition, mais ils sont en otage. Je dirais, ce gouvernement est en otage de ces nazis qui font partie de cette coalition, parce qu'eux sont armés, ils ont une dizaine de milliers de... Ouais, c'est pas vraiment des combattants, parce qu'on a vu que maintenant, au contact des soldats russes, ils décampent assez rapidement. Ils sont plutôt faits pour être une sorte de police militaire. Mais enfin, ils sont quand même, c'est des troupes paramilitaires, qu'on le veuille ou non, et qui font régner la terreur. Et c'est eux qui avaient fait pencher la balance lors du coup de Maïdan, parce qu'en fait, il y avait un accord qui avait été conclu entre ce président qui était attaqué, comme quoi il referait une élection dans les 6 mois, un accord est conclu entre l'opposition et lui. Et puis ça aurait pu faire une transition pacifique, ce que les Américains ne voulaient absolument pas. Et donc ils financent naturellement et ils arment ces milices pour, au moment opportun, les utiliser. Et c'est ce qui avait fait ces snipers qui tiraient dans le dos de la foule et puis qui avaient provoqué la chute alors du président Yanukovych à ce moment-là. Donc, quand certains médias qualifient les propos de Poutine de grotesques par rapport à la dénazification, vous êtes en désaccord avec cette... Ah non, mais absolument, parce que c'est un fait avéré. C'est Svoboda, d'ailleurs, que s'appelait ce parti dans l'histoire, hein, donc, qui avait contribué, d'ailleurs, à soutenir le Troisième Reich. Donc, c'est les mêmes, et ils ne s'en cachent pas, c'est des racistes. Si ces gens-là devaient prendre le dessus, eh bien, moi, je pense qu'il y aurait plus un russe, enfin, un russophone, hein, à Donetsk et Lugansk, je crois qu'il y aurait une sorte de génocide, ou alors un exode de 2 à 3 millions d'individus qui devraient quitter l'Ukraine, parce que c'est des nationalistes, national-socialistes, hein, clairement. Donc, c'est ce racisme primaire et violent que nous avons connu avec le Troisième Reich. C'est les fils spirituels de ça. Et ils sont soutenus par l'Union européenne. C'est comme quand les Américains, au nord de l'Irak, ils soutenaient le front Al-Nusra, ce qui était anciennement Al-Qaïda. Donc c'était de nouveau la même chose. Vous avez les bons méchants. Les bons méchants, c'est les méchants qui sont du côté des Américains. Ça, c'est les bons méchants. Il y a les méchants, ça, c'est les Russes, les Chinois, les Iraniens, ça, c'est les méchants. Ce qui est cocasse, c'est que Bernard-Henri Lévy soutient à fond l'Ukraine. Alors, dès le moment où Bernard-Henri Lévy soutient l'Ukraine, il faut se dire qu'il y a... Alors là, on devient pro-russe tout de suite. Alors moi, tout à coup, j'ai envie de danser le Kazachok et puis d'aller visiter tout de suite l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. C'est que on a vu ce va-t-en-guerre, ce qu'il a provoqué en ex-Yougoslavie, ce qu'il a provoqué en Libye, surtout, ce qui est un vrai scandale. Dire que ce type, il ose se prétendre humaniste et philosophe, mais c'est un va-t-en-guerre de la pire espèce. Un type qui n'a aucune base morale ou éthique, quelle qu'elle soit, et qui change de chemise comme le vent change de direction. Donc c'est absolument incroyable. Et c'est ce gars-là qui vient systématiquement fourrer son nez dans ces affaires-là pour aller encore mettre de l'huile sur le feu. Alors, non, si c'est ça la philosophie moderne, je m'abstiens, c'est bon, je reviens aux anciens Grecs, c'est plus sûr. Voyons un peu maintenant la réaction du Conseil fédéral. On apprend que la Suisse va s'abstenir de prendre ses propres sanctions contre la Russie, mais qu'elle va s'appuyer sur celles de l'Union européenne. Qu'en pensez-vous ? Bon, vous avez déjà fait le coup, parce que j'avais été encore au Parlement fédéral quand j'avais fait une proposition, j'avais déposé une motion pour un accord de libre-échange avec la Russie, parce que j'étais même à Berlin faire un discours dans ce sens. On m'avait invité d'ailleurs lors du début de cette guerre dans le Donbass. Et ça avait toujours été ma thèse, c'est de dire, mais intégrons les Russes, collaborons avec les Russes, parce que sinon nous allons les jeter dans les bras des Chinois. Et c'est ce qui s'est passé. Ces idiots à Bruxelles, ils arrivent à faire rien de mieux que d'envoyer les Russes se jeter dans les bras des Chinois. Mais non, Poutine se méfie quand même, parce qu'il sait qu'il a une Sibérie pleine de matières premières, mais dépeuplée, et qu'au sud, il y a une Chine surpeuplée, et que c'est pas une situation très idéale pour lui. Donc il se méfie de cet allié, qui là maintenant est un allié de circonstance, parce que moi j'ose imaginer que ces deux-là
Ils se sont arrangés. D'ailleurs, ils se sont montrés ensemble durant les Jeux Olympiques. Et où tu as Poutine qui dit à Xi Jinping, écoute, en Ukraine, tu me soutiens, puis moi, je te soutiendrai pour Taïwan. Voilà. Et puis, ce qui fait que les Américains, ils se trouvent face à... Vous imaginez un peu, non seulement le territoire, mais le nombre d'individus que ça représente et le pouvoir militaire conjoint que ça représente. Cette guerre-là, ils ne peuvent pas la gagner. Ils ne peuvent pas la gagner, d'autant plus que c'est un pouvoir hégémoniaque sur le déclin. Ils n'ont plus la maîtrise des airs. L'OTAN, depuis la guerre de Syrie, on sait qu'elle n'a plus la maîtrise des airs. Et parce que vous avez ces systèmes anti-aériens S-400 et S-500 hyper puissants des Russes qui permettent de descendre n'importe quel avion. Donc là, et puis même au niveau de l'aviation, les Russes, ils sont en tous les cas légaux des Amériques. Donc ça devient extrêmement difficile. Quant à la menace atomique, que vous puissiez détruire la planète 50 fois ou 100 fois, ça ne change rien. Une fois suffit. Donc, ça ne sert à rien d'avoir de nouvelles bombes atomiques en plus, parce que de toute façon, la planète est foutue si ces cons-là, ils déraillent. Donc, si je veux dire, l'équilibre atomique ne crée qu'un match nul. Et dans cette situation de match nul, de pacte, il y a les guerres indirectes. Les guerres par contumace, si j'ose dire, où, par exemple, maintenant, on voit que Poutine, étant donné qu'il est mis sous pression, puis que l'Occident peut lui faire payer très, très cher sa politique, si on veut, en Ukraine, eh bien, il vient de faire en sorte à ce que les Français aient disparu du Mali. Et puis, si on veut, des mercenaires quand même, on sait qu'ils sont soutenus quand même par la Russie, qui prennent le relais. Puis moi, si j'étais les islamistes du Maghreb, j'aurais des soucis à me faire, parce que ça ne va pas être les Français. Hein. Les Russes, ils ont une efficacité à ce niveau-là que les Français peuvent leur envier. Donc, il est en train de faire ça. Maintenant, il dit, bon, si c'est comme ça, et que vous voulez absolument placer des missiles dans mon jardin, eh bien, moi, je vais faire maintenant des bases militaires au Venezuela, en Colombie, au Cuba, etc. Donc, il est en train de réagir d'une manière suffisamment musclée pour qu'à un certain moment, l'Occident soit forcé de négocier. Moi, je le vois comme ça. Cet homme est un joueur d'échecs. Ce n'est pas un va-t-en-guerre. Il n'a jamais été un va-t-en-guerre. Mais par contre, il y a un moment, quand vous savez, quand il y a un grizzly, on a intérêt à ne pas lui mettre la main sur l'épaule. Donc ceux qui se méfier, quoi. Donc ceux qui jouent les vierges effarouchées font preuve d'hypocrisie pour vous. Absolument. Alors, l'hypocrisie est totale, parce que l'enjeu, venons-en maintenant aux enjeux réels. Quels sont les enjeux réels? Eh bien, c'était comme en Syrie. L'enjeu réel, c'était pas les droits de l'homme en Syrie. L'enjeu, c'était le pipeline que les Américains voulaient construire des pays du Golfe jusqu'à la Turquie pour arriver directement à l'Union européenne. Et les Russes, évidemment, est alliés avec les Syriens. On dit aux Syriens, vous ne laissez pas passer ce pipeline, parce que nous, on a nos pipelines. C'est le pipeline qui passe Nord Stream 1 et puis Nord Stream 2 qui était déjà prévu à un certain moment. Et donc, si eux voulaient être les partenaires privilégiés pour l'acheminement de gaz et de pétrole, il ne fallait pas cette concurrence par l'Arabie saoudite alliée des États-Unis, etc. Donc, vous voyez, c'est ça l'enjeu. On parle à aucun moment des droits de l'homme. Les êtres humains là-dedans sont sacrifiés. Et puis ces enjeux-là sont très joliment ensuite, enveloppés par les groupes militaro-industriels qui, eux, chaque fois qu'il y a un conflit, évidemment, ils se remplissent les poches. Et là, on a évidemment différents concurrents qui sont très, très actifs sur le marché de vente d'armes, les Américains d'abord, les Russes aussi, mais aussi les Allemands, les Suisses. Enfin, le marché de l'arme, des armes, c'est quelque chose de très lucratif. Ici, maintenant, en Ukraine, quel est l'enjeu? C'est de nouveau le gaz. La situation est claire. Si Poutine, il était forcé de réagir, bien sûr, pour des raisons que je peux énoncer plus tard. Mais s'il avait pu ne pas réagir, les Américains étaient ennuyés parce que Nord Stream 2 était en phase d'aboutissement. Il fallait absolument empêcher ça. Pourquoi? Parce qu'eux, ils veulent vendre très cher aux Allemands leur gaz de schiste, qui est d'ailleurs une catastrophe écologique. Une catastrophe écologique! Tous ces grands biologues et verts et tout ça qui nous tiennent la jambe à longueur de journée. Mais alors là, ils disent rien. Alors que c'est une catastrophe. Et ils veulent vendre ça, évidemment. C'est cher parce que l'extraction est difficile, etc., etc. C'est lié à pas mal de frais. Il faut mettre ça dans des lampes d'encre et puis passer l'océan avec.
Alors les Russes, avec leur pipeline, malgré toutes les sanctions et tout le bordel, ça restait toujours nettement moins cher. Maintenant, ils ont le prétexte que Biden cherchait absolument. Vous avez vu combien Biden, mais tous les jours, il a invité Poutine à attaquer. Il l'a invité systématiquement tous les jours. Il n'a rien fait d'autre. Et maintenant, évidemment, il a réussi. Donc, je dirais que au niveau de l'acheminement du gaz, apparemment, les Américains ont gagné. Bon, parce que maintenant, ils vont pouvoir livrer leur gaz de schiste parce que les Allemands, ils ont fait une telle politique énergétique catastrophique qu'ils sont obligés d'avoir ce gaz. Sinon, ils se gèlent le cul. Là, c'est pas possible. Mais Olaf Scholz s'est tiré une balle dans le pied, alors. Eh oui, mais bien sûr, les gros perdants là-dedans, c'est l'Union européenne et surtout les Allemands. Parce que les Français ont encore une certaine indépendance grâce au nucléaire. Mais les Allemands plus, parce qu'ils n'ont plus que 3 centrales nucléaires, ils vont les fermer dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc, les usines à charbon, ça ne se motive plus. Donc, il n'y a qu'un moyen pour compenser, surtout moyen, c'est le gaz. Et là, les Russes, ils étaient bien placés. Et les Russes essayent évidemment d'éviter l'Ukraine. Donc, ils ont fait Nord Stream 2 au nord pour justement pouvoir contourner l'Ukraine et pour livrer directement à leurs partenaires européens le gaz. Mais, étant donné, il faut bien voir une chose, c'est que ce que vient de faire Poutine, il ne l'a pas fait comme ça sur un coup de tête, il le prépare depuis longtemps. Ici est préparé, en se disant, quelles sont les sanctions qui seraient vraiment mortelles pour moi. Alors, on ne peut pas l'extraire, l'éjecter du système SWIFT, pourquoi ? Mais parce que sinon, comment ils veulent payer les Européens le gaz qu'ils sont en train d'acheter, puis le pétrole qu'ils achètent aux Russes ? Ils sont déjà emmerdés pour les paiements, donc ils ne peuvent pas. Parce que sinon, alors là, ils se tirent encore une deuxième balle. Alors, c'est carrément la rafale de mitraillette dans le pied. Bon, là, ça, ils ne peuvent pas. Il a transformé son agriculture de sorte à ce qu'il soit maintenant en autarcie. Donc, donc, il peut nourrir son peuple. Il n'y aura pas de famine en Russie. On ne peut pas les affamer. Et c'est devenu le plus grand exportateur d'ailleurs de céréales, ou le deuxième, ou le plus grand. Je crois que les États-Unis se partagent pour la première place et la deuxième place. Ça, c'est ce qu'il a fait. La deuxième chose qu'il a fait, il s'est très fortement investi dans le marché émergent, qui est ce marché de l'Asie centrale, voire de l'extrême sud asiatique, la route de la soie. Il a fait un énorme pipeline qui va jusqu'en Chine. Alors, si les Allemands ne lui prennent pas son gaz, ils le vendent aux Chinois. Où est le problème ? Les Chinois, c'est d'énormes demandeurs d'énergie. Donc, pour lui, il s'en fout. Donc, on n'arrive pas. Je pense que les Européens n'ont pas compris, les Américains, c'est que ce type, pendant qu'eux, ils le traitaient comme le dernier des larbins et qu'ils ne le prenaient pas au sérieux, il a construit une stratégie. D'abord, pour gagner des guerres asymétriques, ce qu'il a montré en Syrie, il ne s'est pas fait laisser piéger une deuxième fois comme en Libye. Donc, il a prouvé que l'OTAN n'avait plus la maîtrise des airs. Et si tu n'as plus la maîtrise des airs, vu que c'est très difficile pour l'OTAN d'envoyer tes troupes à terre, on a vu ce que ça a donné en Afghanistan, donc c'est fini. L'hégémonie de l'OTAN, elle est morte. Ce à quoi nous assistons actuellement, c'est un passage de témoin. L'ancien pouvoir hégémoniaque, il n'a plus les moyens de sa politique. Il ne l'a plus, tout simplement. Bon. Et puis ensuite, il a préparé pour qu'il n'y ait pas de disette ou de famine dans son propre pays en cas de crise. Et puis ensuite, pour se rendre économiquement le plus indépendant possible. Et ça, avec le nouveau partenaire chinois, avec la route de la soie, etc., avec les Iraniens, etc., il collabore avec tous les noms alignés, d'ailleurs. Il arrive à créer une sorte de système parallèle. Et en plus, ils attaquent le système dollar. Et c'est ce qui fait le plus mal aux Américains. C'est que, par exemple, les Chinois aussi, ils ne commercent plus le pétrole et les énergies, etc. Ils ne commercent plus avec le pétrodollar. Donc, il y a un bras de fer terrible en cours. Et on a vu maintenant, avec ce qui vient de se passer, la faiblesse, l'inanité de la réaction de l'Union européenne, voire des Américains. Ils en sont maintenant réduits à faire quoi ? À geler les comptes personnels de Poutine. Mais il n'y a pas plus grand aveu de faiblesse que ça. Donc, quand vous êtes obligé de vous attaquer à un bonhomme et d'aller lui... Mais puis lui, il n'en a vraiment rien à brère. Mais il n'en a rien à foutre qu'on lui bloque ses comptes actuellement. Ça, c'est clair. Pour lui, l'enjeu est tellement plus vaste. Les enjeux sont tellement... C'est tellement risible. Quand on voit les Allemands, moi, je me souviens, c'est pathétique. Non, mais c'est plus que pathétique. Je dirais c'est du slapstick. C'est Laurel et Hardy et Charlie Chaplin réunis. Quand la ministre de guerre, de l'armement, de la paix, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, parce que les noms, ils changent. De nos jours, il faut appeler la paix la guerre. C'est comme dans George Orwell. Mais enfin, bref. La ministre de la Défense allemande, elle fait une conférence de presse pour dire que le peuple allemand prouve
qu'il sera... Attendez voir là, conversation a été interrompue. Que le peuple allemand va prouver qu'il est aux côtés des Ukrainiens et qu'il les soutiendra envers et contre tout, et pour prouver que son soutien sera indéfectible et massif, il leur offre 5000 casques. Alors là, vous voyez, moi j'ai cru que je tombais de la chaise. Non, attends, il y a eu du ridicule en politique, il y en a eu beaucoup. Mais ça, c'est vraiment le pompon. 5000 casques. Ah ouais, alors. Et on a vu maintenant ce que ça sert. Poutine, en une heure, il avait éliminé l'aviation ukrainienne, toute possibilité anti-aérienne, il avait complètement paralysé, aveuglé le système, il était seul maître, et maintenant vous avez là les Ukrainiens qui rendent les armes, et puis d'accord, ils les raccompagnent chez eux d'ailleurs, il est très sympathique. Hein. On peut dire que les masques tombent avec cette histoire. Ah non, mais alors, déjà, on a eu le masque du Covid qui était tombé, maintenant il y a les masques de carnaval. mais là les masques sont vraiment tombés. Il n'y aura pas un seul soldat européen qui va verser une goutte de sang pour l'Ukraine. Les enjeux, comme je vous le dis, sont autres. Ils sont dans la situation géopolitique globale avec un pouvoir faiblissant, un empire qui a dépassé son apogée comme à un certain moment, l'Empire espagnol, l'Empire britannique, etc. On a connu ça auparavant. Et là, maintenant, c'est le tour des Américains qui s'accrochent à ce pouvoir au lieu de se redéfinir. Et c'est toujours le problème de ces pouvoirs qui ont eu trop longtemps une mainmise planétaire. Ils n'arrivent pas à lire les signes du temps. Et le signe du temps, c'est collabore, accepte la multilatéralité et essaye de trouver un nouvel équilibre multilatéral, puisque l'hégémonie n'est plus possible. Eh ben non, ils continuent à faire comme si c'est eux les maîtres du monde. Je veux dire, les États-Unis actuels et leur politique sont à l'image de leur président, moribond. Je veux dire, ils sont démentiels, Alzheimer, Ouais. comme ça. J'ai une dernière question concernant les éventuels réfugiés de guerre ukrainiens. Le président français Emmanuel Macron s'est empressé d'annoncer que la France prendra sa part. Karine Keller-Souter, la ministre de la Justice et de Police en Suisse, a dit peu ou prou la même chose. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Bon, je pense que c'est un peu trop tôt pour dire ça. C'est parce que tous les médias ont déclaré maintenant que Poutine avait envahi l'Ukraine. Attendez, non, il n'a pas envahi l'Ukraine. Il est en train de faire en sorte à ce que les deux provinces de l'Est, qu'il a reconnues, deviennent maintenant indépendantes, puisqu'il n'y avait pas de discussion possible et que les accords de Minsk n'étaient pas respectés par le camp adverse. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? On peut trouver ça bien ou pas bien. Moi, je dis ce qu'il fait. Hein. C'est un type qui sait jouer aux échecs, qui sait prendre des décisions, qui est ma foi, qui est impitoyable. Mais ça, on le savait. Donc, d'aller je veux dire, moi, si je jouais au football avec un ours, à un certain moment, si je me prends un coup de patte et puis que j'ai la moitié du visage qui a disparu, il ne faut pas m'étonner, quoi. Donc, c'est normal. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a paralysé toutes les capacités de nuisance de l'Ukraine qui, depuis des semaines, bombarde quand même la partie russophone de Lugansk et de Donetsk, donc du Donbass. Donc les missiles, et le jour où il a lancé son dernier avertissement, ils ont encore doublé le nombre de missiles qu'ils envoyaient. C'est toutes les réponses qu'il a eues. Alors maintenant, il a fait taire les missiles, il a fait taire l'aviation, il a fait taire toutes les possibilités antiaériennes, il a la maîtrise absolue des airs. Et puis maintenant, il placera ces gens, il va créer des frontières qui correspondent à ce qu'il a dit. Parce que quand on dit, tiens, pas parole, moi je trouve que si. S'il y en a un qui dit ce qui risque d'arriver, il le dit. Il a dit, je n'envahirai pas l'Ukraine. Non, il n'envahit pas l'Ukraine. Il a reconnu 2 États, et puis maintenant, il va sécuriser ces 2 États russophones. Il va pas aller occuper Kiev, etc. Parce que s'il fait ça, alors là, il est complètement fou. Alors là, je ne le comprendrai plus, étant donné que c'est un État qui a été voulu par la CIA, qui a été construit sur la base d'un putsch militaire, qui à la base c'était totalement illégitime ce qui s'est passé là, c'était scandaleux d'ailleurs, qui est en faillite complète, où vous avez des nazis qui participent au gouvernement.
qui se dit démocratique, mais qui ferme tous les médias, toutes les télévisions qui sont contraires au régime et qui sont critiques, elles ont été fermées. Donc, nous vendent ça comme des paragons de vertu. Donc, attends, c'est comme on appelle en anglais un failed state. Un failed state, c'est un État qui a échoué. C'est comme le Kosovo. Si vous retirez demain la CAFOR, et puis les Américains arrêtent de financer Bon Steel, le Kosovo, il part en quenouille. Ça ne tient pas la route. Moi, j'y suis allé, j'ai visité les lieux, j'ai vu comment ça ne tient pas. Donc, c'est quelque chose qui est maintenu artificiellement en vie. L'État ukrainien a apporté quelque chose de ce genre-là. Alors, peut-être que maintenant, parce qu'il vient de se passer, il pourrait y avoir peut-être un changement politique en Ukraine, et que l'Ukraine, tout en restant peut-être même un partenaire économique éventuellement pour l'Union européenne, va essayer de normaliser ses relations aussi avec la Russie. Ça, ce serait, je pense, alors à ce moment-là, accepter effectivement de ne pas de ne pas entrer dans l'OTAN afin de ne pas avoir des missiles de moyenne et courte portée placés sur son territoire devant le nez des Russes, quoi. Je vous rappelle que il y a eu une situation similaire, on l'a connue en 1962 quand les Russes ont essayé de mettre des missiles sur Cuba. Comment est-ce que les deux pays s'en sont sortis? Quelle a été la négociation? C'est simple. Khrouchtchev a dit à Kennedy, tu retires tes missiles de Turquie, puis moi je retire les miens de Cuba. Et c'est ce qu'ils ont fait. Les fameux Pershing, ouais. Ouais, c'est à ce moment-là, c'était ça. Mais c'est toujours un donnant-donnant. Là, maintenant, je ne sais pas si... Moi, je pense que le gouvernement américain actuel n'a pas la capacité de se remettre en question, parce qu'il y a derrière, il y a le Deep State, et eux, l'État profond, ouais. Maintenant, qu'est-ce qui risque d'arriver? Qu'est-ce qui a comme éventuel problème qui pourrait apparaître dans ce que vient de faire Poutine? Je parle de la géopolitique globale, je ne parle pas de l'Ukraine qui n'est que un prétexte à faire valoir, ce n'est pas réellement l'enjeu. Si effectivement il arrive à obtenir, à réaliser ses buts militaires, et il est en train de le faire, d'après ce que j'ai vu, ça va très très vite. Donc si il arrive à rapidement clore la chose, à occuper le territoire de ces deux provinces, sécuriser ça, je crois que les autres en face seront obligés de négocier. Si maintenant ça devait être une guérilla durable qui s'installe, une guerre qui continue avec un chaos pas possible comme en Libye, d'avoir ça sur la durée devant sa porte, c'est pas très agréable. Donc je dirais que là, lui, il serait perdant. Donc Poutine vient de courir un gros risque, mais un risque calculé, bien préparé, calculé, et vu que c'est un bon joueur d'échecs, et qu'en face, il a franchement une bande de... Non, attendez, moi quand je vois l'équipe en face, difficile de pas gagner, quoi. Non, mais c'est ahurissant. Vous avez Macron en face. À part brasser du vent, j'ai rien vu faire. Scholz, il est très ennuyé. Il aimerait bien, mais il ne peut point. Donc, voilà, il l'emmerde. Et puis les autres, alors, Boris Johnson, à part jouer essayer de détourner l'attention de ses propres problèmes qu'il a face à son Parlement. Tout le monde, finalement, trouve cette situation intéressante. Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, et c'est pour montrer combien nous sommes manipulés par les médias actuellement de grand chemin et comment il est nécessaire d'avoir des médias informatiques tels que le vôtre, c'est que, vous vous souvenez, on nous avait bassiné avec la question climatique, et on avait créé une sorte d'icône qui s'appelait Greta Thunberg. Et nom d'un chien, pendant des mois et des mois, vous aviez Greta au déjeuner, Greta à midi, Greta le soir, Greta tous les jours de la semaine plus le dimanche. C'était du Greta du jour au lendemain. Il y a eu le Covid. Greta a disparu. Et c'était reparti. Le Covid au déjeuner, le Covid à midi, le Covid le soir, tous les jours de la semaine, Maintenant, depuis quelques jours, est-ce qu'on a encore des statistiques du Covid dans les journaux? Tiens, ça a disparu. Il n'y a plus que l'Ukraine. Alors maintenant, le Omicron a été remplacé par le Ukrainion. Alors c'est le nouveau variant, c'est l'Ukrainion. Et qu'est-ce qu'on va nous servir demain? Mais je crois qu'il y a une palette de possibilités. Donc, vous voyez comment on manipule le subconscient collectif systématiquement en privilégiant certains sujets, en forçant le trait, et ensuite
le côté inéquitable de l'analyse. Je veux dire, on peut aimer Poutine, on peut détester Poutine, tout ce qu'on veut, mais il faudrait quand même se rendre compte que les enjeux, c'est pas de savoir si Poutine il est sympathique ou pas sympathique, si Biden il a l'Alzheimer ou pas, ou je ne sais quoi, c'est juste quels sont les intérêts réciproques, quel jeu pourri est-ce qu'il joue, et qui joue le meilleur jeu pourri. C'est un poker menteur. C'est un poker menteur. Et je suis pas sûr que dans ce poker, Poutine il est hyper. On va conclure là-dessus. Merci Oscar Freisinger. Merci à vous.